Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Je suis Laureline et aujourd'hui j'interviewe l'iconique Willy Libert, notre responsable matériel. Bonjour Willy. Bonjour. Alors je suis très contente de t'interviewer aujourd'hui car tu es l'homme de l'ombre, l'homme indispensable à l'équipe. Willy, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? Alors, comme je dis toujours, des indispensables, il y en a plein les cimetières. Donc, je fais partie d'un maillon de la chaîne de l'équipe. Et que ça commence du président à tout ce qui suit, l'administratif, les joueurs, les entraîneurs, les petites mains comme moi, on va dire. Donc, mon métier, c'est de tout organiser pour que les joueurs soient bien dans leur matériel, les commandes de matériel, les affûtages, les réparations. Que les joueurs ne pensent qu'à s'entraîner et à jouer au hockey. Finalement, tu es la personne qui bichonne les joueurs. Je fais partie des personnes qui bichonnent les joueurs, oui, c'est sûr. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Mais c'est mon rôle et je l'accepte. Et c'est normal. Comment tout a commencé pour toi au Brûleur de Loup? En fait, j'ai découvert le hockey en 1974. Mes parents ont déménagé et nos voisins étaient des fous de hockey. Donc, ils nous ont emmenés pour la première fois voir un match de hockey. Et puis, moi, j'ai voulu en faire, mon frère aussi, mais ça coûtait trop d'argent. Donc, mes parents n'avaient pas les moyens de nous payer pour tous les deux. Et comme il n'y avait pas de différence entre l'un ou l'autre, on n'en a pas fait. Moi, j'ai continué à suivre, à être supporter, à voir tout ça. Et puis, à force j'ai connu quand même pas mal de joueurs. Et puis, un jour, en 90, juste avant les playoffs 90-91, le chef matériel pouvait pas y aller parce que c'était pas un professionnel, il travaillait. Et donc, du coup, on m'a demandé. J'ai fait le porteur d'eau pendant cette période-là. Et puis après, j'ai appris sur le tas, quoi. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas de match. Comment se déroule une journée sans match quand tu n'enregistres pas un épisode de Focus? Alors, que j'enregistre ou que j'enregistre pas, c'est la même chose. Non, mais j'arrive toujours à peu près, les joueurs ont dans l'obligation d'arriver 1 heure avant l'heure imposée par le coach. Donc, moi, j'arrive toujours 1 heure et demie avant cette horaire-là, donc ça fait un peu du temps. J'ai tout à préparer, à regarder. Il faut remplir les pipettes pour l'entraînement de ce qui se passe, vérifier un peu le vestiaire vite fait, parce que peut-être des joueurs ont oublié de me marquer quelque chose et qu'ils l'ont pas vu non plus, donc je vérifie tout ça. Et puis j'aime bien arriver plus tôt, ça me permet aussi d'être un peu dans mon coin, dans mon local, à regarder un peu les nouvelles, les choses comme ça, avant que ça s'accélère. Du coup, tu expliquais que tu étais supporter avant tout. Quel effet ça fait de passer de l'autre côté de la balustrade finalement quand on a le club dans le cœur et qu'on se met à travailler pour lui? En fait, j'ai jamais passé de côté de la balustrade, autrement, si on m'avait vu patiner, on aurait eu peur. Donc je suis resté toujours du même côté de la balustrade, sauf que je suis allé du côté du banc plutôt que du côté des tribunes. C'est assez impressionnant, c'est sûr que tout est différent, même si je connaissais tous les joueurs en ce temps-là. Il y avait une grosse différence parce que on est rentré dans le vestiaire, on passait du temps avec eux, ils pouvaient demander quelque chose, on les voit plus de la même chose et puis on voit plus leurs attentes, leurs choses comme ça. Même si, comme j'ai dit, je faisais un porteur d'eau, je savais rien faire, mais vraiment rien faire. Mais bon, quand vous montez dans un bus pour la première fois, et vous avez Christian Pouget, Philippe Bozon, Karel Svoboda, Bernard Segui, Gérald Guenelon, Fabrice Texier et tant d'autres, Boja Eberman, t'as l'impression que c'est Noël et que t'es en train d'ouvrir ton cadeau, quoi. C'est beau ce que tu dis. Tu expliquais que tu es parti de rien et que finalement tu as appris ton métier sur le tas. C'est un beau message que tu fais passer en expliquant qu'en travaillant on peut tout réussir finalement. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, c'est du travail, Faut juste avoir envie de travailler. Faut juste se donner les moyens de travailler et d'être accepté. Dans ce métier-là, il y a aussi beaucoup d'acceptation. Faut pas rêver. Si on est un con et que ça passe mal avec les joueurs ou avec les entraîneurs ou même les présidents, on se fait virer. Donc il y a un ensemble. C'est sûr que j'ai mon petit caractère, mais tout le monde a son caractère et c'est ce qui fait vivre toutes les choses. Mais après, j'ai travaillé, beaucoup d'observations, apprendre de partout. Il faut toujours regarder. Je vais avoir 58 ans dans pas longtemps, mais si je vais quelque part ou n'importe où, je regarderai toujours ce que font les autres parce que j'ai envie d'apprendre, parce qu'un petit truc, des fois, peut nous changer la vie. Pour l'anecdote, tu es le plus ancien salarié du club. Tu as démarré en 1991. Oui, là, j'étais pas salarié du tout.
J'étais juste comme ça et après pendant l'été j'avais retrouvé un travail. Donc du coup je crois que j'ai loupé les deux ou trois premiers mois de la saison d'après, de la saison 91-92. Et puis après ça n'a pas marché et puis après bah, j'ai commencé doucement dans l'équipe comme ça mais c'était vraiment de la bagatelle quoi. Je touchais 200 francs du déplacement, c'était du plaisir et puis après ça s'est fait, on m'a proposé un emploi jeune et puis voilà et puis après ça continue et puis là je vais attaquer ma 34e saison. 34 saisons. Tu as finalement connu tous les titres de Grenoble. Non quand même 81 et 82 j'étais pas là. C'est Mais assez fort quand on y pense, hein. j'en ai connu beaucoup oui. Et quel titre a été le plus marquant pour toi? 90 91 j'ai apprécié mais pour moi je faisais pas vraiment partie de l'équipe quoi. Le vrai titre où j'ai commencé à être vraiment dedans, bah, il y a le titre en 94 de la Coupe de France, qui était quand même mémorable à Grenoble sur un but en prolongation de Maxence Fontanelle, et puis après le titre de Magnus en 98 à Amiens sur un but de Martin Rowe, donc pareil en prolongation, c'était incroyable et ouais, allez, on va dire ces deux titres-là, mais après chaque titre a sa ferveur qui est différente, mais c'est un plaisir. On peut pas ne pas être content quand on gagne un titre. Et d'autant que tu mentionnes la Coupe de France 1994, et si je ne m'abuse, Grenoble était un petit peu outsider, parce qu'on n'avait pas d'étrangers comme des équipes comme Chamonix, et que finalement on avait un petit peu surfé sur la vague, il me semble. Oui, mais on va dire qu'on avait plus de chance, parce qu'en ce temps-là, la Coupe de France se jouait sans les internationaux. Ah. Et Chamonix avait beaucoup d'internationaux, et bah là, ils n'étaient pas là. Donc on va dire ça a équilibré les chances. Il n'y avait pas Fab Henry déjà dans les cages, sans faire démériter le gardien de Chamonix. Hein. Mais ça a beaucoup plus équilibré les chances sur ce match-là. Et ben, tant mieux, ça a tourné en notre faveur. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir au sein du club? Mon meilleur souvenir au sein du club. Bah, à chaque fois que le capitaine a soulevé une coupe, c'est quand même un truc qui est quand même extraordinaire, quoi. C'est beau à voir, même si pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis toujours loin de ça et que avant de me trouver sur une photo sur la glace avec les joueurs, c'est difficile. Mais oui, non, c'est tous ces moments-là. Je veux pas en mettre une plus que l'autre, même que si j'ai dit les deux premières fois où j'ai gagné des titres, le club a gagné des titres et j'en faisais partie. Mais autrement, non, des grands moments, ouais, non, des grands moments. J'ai vécu de belles choses avec le club, des voyages en Coupe d'Europe mémorables, des choses comme ça, et puis voilà, quoi. Du coup, ça en fait des capitaines qui ont soulevé des coupes. Hein. Bon, après, il y en a un qui en a soulevé beaucoup en 2009, parce que Benoît c'était le Bachelet. même. Donc, oui, il y a eu Baptiste Amar, c'était qui le capitaine en 91, je sais même plus. Alors Je crois là, que c'était je ne peux Christian pas Pouget. t'aider. Je vais pas, mais bon, après, oui, non, ça fait Joël Champagne, j'ai Sacha Trey, j'espère cette année, qui Sacha l'a a déjà soulevé soulevé déjà avec 2 la Coupes de coupe, mais France. pas la Magnus. Donc, il faut qu'il se bouge un peu le cul, Sacha. Et puis voilà, puis on verra bien. Non, j'ai des bons souvenirs. Là, je parle des capitaines parce que c'est la première personne qu'on voit soulever la coupe. Mais pour toutes les équipes, j'ai que des bons souvenirs sur tous les joueurs avec qui j'ai partagé, que ce soit une année ou plusieurs années. Et là, du coup, on mentionnait Benoît Bachelet, qui avait soulevé toutes les coupes lors de l'année 2009. Qu'est-ce que ça fait finalement maintenant d'avoir Mathias dans l'équipe, où tu t'es dit, tu t'es occupé du père et maintenant c'est le fils? Bah, ça n'a pas été le premier, parce que j'ai il y a eu eu, qui d'autre? Jean-Luc Chapuis, j'ai eu son fils, ça a été le premier. Après, il y a eu Texier, et puis bah là, il y a Bachelet. Ça fait bizarre, en fait, on se dit qu'on vieillit, quoi. Ce qui est sûr et certain, c'est que je n'arriverai jamais au fils de Chapuis, de Texier ou de maintenant de Mathias Bachelet, parce que c'est sûr que j'aurais pris ma retraite avant. Et tu ne butes jamais sur les noms? Parce que moi, je suis la première à le faire. Hein. À chaque fois, au début, quand on parlait de Bachelet, je disais Mathias. Ça va, j'ai l'habitude, et puis comme souvent je les connais depuis longtemps, ça va, quoi. Ça passe, j'ai pas de soucis. Finalement, il n'y a que moi qui me trompe. Hein. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Merci Willy. Au cours de cette longue période, tu as dû croiser beaucoup de joueurs et d'entraîneurs.
Qui t'a le plus marqué? Alors le plus marqué, comme j'ai toujours dit, pour moi c'est Christian Pouget, qui au niveau du jeu, j'ai adoré et j'adorerai toujours sa manière de jouer. Il avait un style que moi j'appréciais énormément, que d'autres ne vont pas apprécier, mais j'ai pas de souci là-dessus. Lui, ça restera pour moi le meilleur joueur. Après, j'en ai vu tellement, des Bernard Segui, qui est un gros défenseur aussi, des Boja et Berman, quand même une sommité au niveau de la République tchèque, porte-drapeau aux Jeux Olympiques, qui était un vrai bon gars, un vrai gentil en tant qu'entraîneur, que j'ai vu jouer mais que j'ai pas eu en tant que joueur. Il y en a eu tellement, je veux pas faire Benoît, par sa volonté de faire toujours gagner l'équipe, Joël Champagne dernièrement, et puis d'autres que peut-être que beaucoup ne voient pas, mais qui sont extraordinaires. Tu parles des Jeux Olympiques, si je ne m'abuse, il me semble que tu as été aussi responsable matériel pour l'équipe de France. Oui, j'ai eu la chance de faire ça pendant 5 ans, de 1999 à 2004. Quand le club a eu des problèmes financiers en 1999, on a été liquidé au 30 juin 99, donc j'avais plus rien. Plus rien. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de faire autre chose. Le club repartait en Détroit et ils n'avaient pas les moyens de garder, c'était logique. Et le 1er juillet, un coup de téléphone, le futur manager des équipes de France m'appelle pour me dire qu'il voulait absolument qu'on travaille ensemble. Donc j'ai eu la chance de faire partie de l'aventure pendant toutes ces années-là et la chance d'avoir pu faire les Jeux Olympiques à Salt Lake City en 2002, qui est vraiment une chance, et j'espère qu'il y en aura 2 autres chefs matos qui auront ce plaisir de le faire en 2026. Ça veut dire qu'il y aura une belle qualification pour la France. Ça doit faire un sacré effet finalement de participer aux Jeux Olympiques, parce que tu n'as pas participé en tant qu'athlète, mais tu as été acteur. Ah, c'est incroyable. C'est moi, mes gros souvenirs, c'est le village olympique où c'est que tous les athlètes dedans, de toutes les nationalités, de tous les sports, c'est incroyable. Des souvenirs de passer des nuits avec Manu Eustache, qui faisait partie du Bob en ce temps-là, qui hélas nous a quittés depuis, à faire des grandes parties de coinche toute la nuit pendant 4 jours. Une soirée avec le Prince Albert, mémorable aussi. C'est des choses que on a bien vécues, et puis la ferveur des Jeux Olympiques, tous les à côté, toutes les choses, même si ça n'a pas été les Jeux Olympiques les plus faciles, du fait que c'était juste après les attentats, donc il y avait énormément de sécurité, mais Les attentats du 11 septembre. Du 11 septembre 2001. Mais quand on y repense après, c'est incroyable, Cérémonie d'ouverture est incroyable. T'as 80 000 personnes, t'as tous les athlètes qui rentrent, tu rentres avec la délégation française. Dès que tu passes sous le porche, tu rentres dans le stade, t'as l'impression qu'on t'applaudit que toi, quoi. Alors qu'ils applaudissent tout le monde, et c'est logique, mais c'est tellement incroyable. Que des bons souvenirs. Et on souhaite que du coup nos internationaux de Grenoble connaissent ça, une nouvelle qualification olympique. Hein. Ah, je veux pas parler de Grenoble, il y a tellement une génération de joueurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le faire. C'est que là, faut pas rester grenoblois, faut rester pour tous les joueurs, toute une génération qui vraiment, hélas, va peut-être louper ça, mais j'espère pas, parce que j'ai vraiment envie qu'ils aient tous ça, quoi. Qu'ils vivent tous ça. C'est vrai qu'après la ferveur de Paris 2024, les Jeux Olympiques ont un peu été remis au centre des discussions, puisqu'il y a eu une ferveur énorme. Les gens se sont tous impliqués, ont beaucoup regardé les Jeux, et je suis certaine que les prochains Jeux Olympiques d'hiver, on aura certainement une ferveur un petit peu différente. Ouais, ce sera différent, mais parce que je pense que les Jeux Olympiques d'hiver sont moins suivis que les Jeux Olympiques d'été aussi. Certainement. Après, on a de la chance, là, c'est en Italie, donc ça va correspondre avec des horaires européens, donc on aura peut-être un peu plus de ferveur, et puis croisons les doigts pour la France. C'est ça, et pas de décalage horaire. Willy, comment se déroule une journée de match type pour toi à Pôle Sud? À Pôle Sud, j'arrive toujours à peu près vers 7 heures, parce que suivant les équipes qui arrivent, si c'est une équipe qui vient de loin, ils vont arriver vers 8 heures du matin, donc c'est à moi de les accueillir, de leur donner leur vestiaire, voir si tout va bien dans leur installation. Et puis après, c'est une journée normale, entraînement, lavage, affûtage, préparation des maillots, des bas, de toutes les serviettes, et puis après une petite heure de repos, et
Et puis on attaque le match à fond. Tu as une routine d'avant-match? Je veux dire, tu as un ordre précis dans lequel tu prépares les équipements ou... Bah, ça va dépendre du travail, mais souvent, oui, j'attaque souvent par les affûtages parce que si j'ai un problème, ça me laisse beaucoup plus de temps pour pouvoir réagir. À la fin, c'est là où je mets les maillots, quoi, vraiment pour que le vestiaire respire le plus possible pour que ça puisse bien sécher entre l'entraînement et le match. Et est-ce que tu as un ordre par rapport aux joueurs? Par exemple, tu commences par ordre alphabétique, par ordre de numéro, ou Non. c'est vraiment comme ça vient? Non, je me prends pas la tête avec ça. Et, je regarde le maillot, c'est le machin, je vais dans le vestiaire, je le pose et basta. J'ai pas de, non, je me focalise pas là-dessus. Tu n'as pas des tocs? Si, sûrement. Non, mais j'aime bien que ce soit rangé comme moi j'ai envie, quoi. Parce que moi, c'est important de savoir où tout est rangé et qu'il faut absolument que un joueur il a un problème ou quoi, faut pas que je réfléchisse pendant 15 ans où c'est que je l'ai mis. Donc je sais toujours tout où est en place. Donc on va pas appeler ça un toc, mais de la minutie, on va dire. Allez. Il faut vraiment être très organisé pour faire ton métier, en fait. Bah, je pense que dans n'importe quel métier, si on n'est pas organisé, on s'en sort moins bien ou on va courir 2 fois plus. Je connais quelques personnes de cet exemple-là, mais après, voilà, non, je pense que n'importe quel métier, plus on est organisé, plus on est tranquille. Hein. C'est l'essentiel pour moi. Parler des patins, tu affûtes combien de fois par semaine les patins des joueurs? Bah, si on a 2 matchs, 80% de l'équipe, c'est au minimum 2 fois. Sauf si pendant les entraînements, il y a un problème, mais ils affûtent pratiquement toute l'équipe juste avant le match. Donc 80% de l'équipe est affûtée juste avant le match. Donc c'est au rythme, c'est au rythme des matchs et après pendant les entraînements. On peut affûter pendant le match, on peut affûter après le match parce qu'il y a eu un problème et donc ça oui, ça fait beaucoup de paires de patins à faire dans la saison. Ça te prend combien de temps pour affûter une paire de patins? Bon, ça dépend de la tonche, mais en 1 minute 30 grand maximum, j'ai affûté. Quoi. La paire? La paire. Ça, c'est... Après, si on multiplie par le nombre de joueurs, c'est sûr que ça prend du temps. Non, ça prend du temps, parce qu'il faut aller les chercher, c'est la partie la plus technique et la plus plaisante de notre métier, hein, faut pas rêver, hein. C'est là où on a un petit impact sur le joueur, quoi. Sur sa performance. Sur sa performance, et si l'affûtage est bien fait, le joueur va être tranquille, quoi. S'il est mal fait, il va galérer, il faudra le refaire, ou il va galérer tout le match parce qu'il n'a pas confiance au chef matos. Donc c'est une histoire de relation de confiance là. Et au niveau des lames, ce sont les mêmes pour tous les joueurs ou est-ce qu'il y a des spécificités sur... Chaque joueur est spécifique à se donner un peu plus d'angle de coupe ou pas, quoi. Donc et puis après, suivant comment ils veulent que je forme la lame, s'ils la veulent un peu plus arrondie, le plus plat possible pour toucher le plus la glace. Là, c'est vraiment le côté spécifique qui est important, quoi. Parce que finalement, la forme de la lame implique un dynamisme différent sur la poussée. Oui, plus on va affûter plat, plus le joueur aura moins besoin de se pencher un tout petit peu en avance pour pouvoir pousser sur le côté, quoi. Donc il y en a certains qui veulent absolument ça, d'autres qui non, ils veulent ce qu'on appelait nous avant la banane, même si ça se fait moins, être un peu plus arrondi. Donc c'est vraiment la spécificité de chaque joueur et ça c'est des choses qu'on apprend avec les nouveaux joueurs quand ils arrivent, on en parle et puis après tout se fait comme ça. Et après il faut tout retenir pour le faire correctement toute la saison. Voilà. Donc en plus il faut avoir de la mémoire. Est-ce qu'il y a des exigences communes à tous les joueurs? Non, il y en a qui sont beaucoup moins difficiles, mais après je dis jamais qu'un joueur est difficile. Moi, je dis qu'un joueur est toujours un gagnant. Donc, il y en a que ça va plus se montrer. Donc, un gars qui peut demander une chose un peu plus, on va pas dire, comment je pourrais sortir ce mot-là, un peu plus virulent à demander une chose, mais c'est parce qu'en fait, il veut être bien sur la glace et c'est à moi de lui apporter tout de suite la solution, ou qu'il y en a qui vont être un peu plus tranquilles, mais à la fin, c'est des athlètes, hein, faut pas rêver, hein, c'est des athlètes de haut niveau. Donc, on est là pour leur donner un maximum de performance et c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Donc, j'ai aucun souci là-dessus. Si un gars, pendant un match, va parler un peu plus virulent, parce que quoi qu'il arrive, il s'en rend compte. Et à la fin du match, qu'on gagne ou qu'on perd, sera des fois le premier à payer un coup à boire. Mais j'ai aucun souci là-dessus. Ça fait partie du métier. Je me prends pas pour un autre. Mais t'es un petit peu leur ange gardien de la performance quand même. Hein. Un des anges gardiens. Oui. Je pense que les premiers anges gardiens, c'est quand même eux, avec leur corps, les préparateurs physiques et après les entraîneurs sur les tactiques sur la glace. Finalement, en dehors et sur la glace, c'est une affaire d'équipe dans tous les sens. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Jean-Denis. Quelle a été la demande la plus particulière qu'un joueur t'ait formulée? Alors là, il y avait Dino Grossi. Dino Grossi qui coupait la paume de ses gants. Il laissait 1,5 cm au bout des doigts.
Et tout l'intérieur, il me faisait couper pour avoir sa crosse dans la main directement. Donc ça a À même la été peau? à même la peau. Et en ce temps-là, on jouait avec des crosses en bois, donc je crois qu'il a fait 2 ans avec nous, je me rappelle plus exactement, mais je l'ai jamais vu avec une écharde ou des choses comme ça. Ça, c'était vraiment un truc hyper spécifique. Après chaque joueur a a son petit truc, mais vraiment spécifique, non, non, j'ai pas vraiment de choses qui me ressortent. Il doit y en avoir plein, mais qui sont des trucs logiques pour leur performance. Oui, aussi, il y a Mika Raosio où, en fait, il avait acheté de la mousse compactée en petits morceaux et j'avais été obligé de lui découdre tout le côté d'une botte. C'est le gardien. Et on avait remis de la mousse hyper compacte dedans. J'ai jamais compris vraiment pourquoi, mais on avait fait ça tous les deux et après j'avais recousu et il avait été content. Hein. C'est l'essentiel. C'est quoi l'idée? C'était que ce soit plus dur en fait? Plus dur, ben oui, plus dur du côté où c'est qu'il y a les boudins, donc du côté extérieur des bottes. J'ai pas trop compris pourquoi, mais c'était son style. Hein. À ce temps-là, c'était pas le même matériel que maintenant aussi, quoi. Il y avait moins de personnalisation du matériel. Du coup, toi, tu as vécu l'évolution du matériel. Comme tu parlais des crosses en bois, maintenant on est sur des crosses en carbone. Oui, ça, l'évolution, c'est ce qui a le plus bougé au niveau du matériel. Hein. Ça, c'est sûr et certain que ce soit au niveau des patins et des crosses, c'est la plus grosse évolution qu'il y a eu dans le hockey. Hein. Pour les patins, quelle est la différence finalement par rapport à avant? Bah avant, du 8, on lui donnait dans le modèle qu'il voulait, donc CCM ou Bauer. On lui donnait une paire de patins en 8 et puis basta quoi. Et il y avait rien de machin. Maintenant, ben on a notre fournisseur CCM qui vient, qui scanne le pied et on lui fait le patin sur mesure, donc comme une chaussure de ski, comme certaines chaussures de ville pour ceux qui ont les moyens. Et donc maintenant ils ont leur chaussure qui est adaptée, leur patin qui est adapté à leur pied. C'est thermoformé? C'est thermoformé, oui. Tout est fait à la main. Winnie, on te voit t'affairer sur le banc les jours de match. Quelles sont tes missions? Faire le con. Non, je rigole, mais il y en a beaucoup qui, comment dire, les jours de match qui me voient, je suis à la porte, j'essaie toujours d'avoir le sourire, je suis tranquille, pas expressif quand il y a un but ou des choses comme ça, mais bah entre les tiers, il y a du boulot parce que je peux réaffûter, il faut que je sois à l'écoute des joueurs en fait, donc je suis pas loin du vestiaire. Quand on est à Grenoble, on a la chance d'avoir du service médical qui me remplit les pipettes à ma place. Quand on est à l'extérieur, souvent c'est moi qui le fais. Donc souvent, si on est à l'autre bout de la patinoire, comme à Nice, on va dire, où c'est que le vestiaire est de l'autre côté, ben, je remplis les pipettes. En même temps, je regarde du côté du vestiaire s'il n'y a pas un des dirigeants qui m'appelle pour être obligé d'affûter ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux me donner une anecdote de vestiaire? Tu n'es pas obligé de donner des noms. Anecdote de vestiaire. Il y a quelques années en arrière, c'est vieux, c'était à Clémenceau. Il y avait, et franchement, c'est la seule fois depuis toutes ces années où il y avait un joueur étranger qui n'était vraiment pas apprécié, mais de toute l'équipe. C'était incroyable. Par des propos qu'avait tenu sa femme et lui-même dans les tribunes, alors qu'il y avait les femmes de la même nationalité qui étaient là. Et en fait, les joueurs de cette même nationalité lui avaient imprimé en grand, je sais même pas comment ils avaient fait ça, un billet d'avion qu'ils avaient scotché sur toute sa place. C'était un aller simple pour le retour dans son pays, quoi. Ça, c'est un truc c'est la seule fois où il y avait vraiment un joueur qui était vraiment pas apprécié de toute l'équipe. Autrement, moi, ça m'est jamais arrivé. Après, des anecdotes, il y a toujours plein de petites anecdotes, mais pas, on va dire, très intéressantes. Donc ça, c'était en club à Grenoble, mais au niveau international, on avait rigolé. C'était au championnat du monde Saint-Pétersbourg en 2000. Donc il y avait l'entraîneur de l'époque. On faisait un match et ça se passait pas bien. Là, les joueurs ils rentrent dans le vestiaire et là, ils passent devant nous, donc Jimmy et moi, et ils nous demandent une crosse. Donc on lui donne une crosse, il rentre dans le vestiaire, nous on était dehors, et on l'entendait crier, taper, taper, taper. Tu sais, t'es pas content. Franchement, je me rappelle pas quel match c'était. Et là, il ressort et tout, il me retend la crosse, il dit, ah, la prochaine fois tu me donnes une cassée parce que j'ai pas réussi à la casser. Donc on s'est regardé avec Jimmy tous les deux, et puis ben, on a attendu qu'il parte pour éclater de rire parce que c'était vraiment incroyable, quoi. C'est cocasse. Du coup, Willy, on va passer à la minute tac au tac. Quel métier aurais-tu fait si tu n'avais pas fait le tien? Boucher. Quel sport suis-tu en dehors du hockey? Football. Une équipe? PSG. Évidemment. Je pose la question, mais je suis sous le drapeau du Paris Saint-Germain. Du côté du vestiaire, qui est le plus chambreur? Cette année, on va dire Sacha Trey. Le plus en retard? Loïc Farnier. Le DJ du vestiaire? Cette année, je crois que c'est Binaire.
Le plus exigeant. Tous. Celui qui a le plus de toc avec son matériel. Aucun. Cette année, aucun est vraiment fait vraiment attention à son matériel. Qui est le plus assisté? Tous. Du coup, t'as fini. Merci Willy. De rien. C'était Focus, le podcast des brûleurs de loups. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.